bienvenue à l'Open Plateau du 37e Salon Prime Vert, organisé par Plume Studio. Nous sommes le 18 février et aujourd'hui nous allons parler du procès pesticides toxiques à la santé et à l'environnement. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Andy Bétantier pour Secret Toxique. Bonjour. Bonjour. Camille Proton pour Arthropologia. Bonjour. Hugues également pour Arthropologia. Bonjour. Et enfin Stéphane Kerkhoff pour Agir pour l'environnement. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes et tous d'être venus. Je vous propose tour à tour de présenter vos structures, ces actions, ces objectifs, et puis on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Quelqu'un veut commencer ? Allez, j'ouvre le bal. Donc, moi, je suis Stéphane Kerkhoff, je suis directeur d'Agir pour l'environnement, qui est une association nationale de mobilisation citoyenne, qui a maintenant 25 ans, qui est 100% indépendante financièrement des pouvoirs publics et qui mène des campagnes sur malheureusement trop de sujets. Donc ça peut être sur la biodiversité, la sauvegarde des insectes pollinisateurs, mais ça va être aussi sur les questions de déchets et de microplastiques. La dernière campagne qu'on vient de lancer en soutien à l'agriculture biologique. Donc en fait, c'est extrêmement varié et malheureusement trop de combats sur les questions d'écologie et d'environnement. Merci. Donc, Camille, donc moi je suis en charge de la mobilisation citoyenne chez Arthropologia. Donc Arthropologia est une association lyonnaise qui travaille maintenant un peu sur tout le territoire national. Et l'objet de notre association, c'est la protection de la biodiversité et des insectes plus particulièrement. Pourquoi les insectes ? Parce que c'est la base de la chaîne alimentaire, ils sont très importants et vulnérables. Et comme on va le voir aujourd'hui, malheureusement en danger. Et moi, du coup, je suis Andy Bétantier, directeur de campagne de Secret Toxique. Donc la campagne, elle rassemble une soixantaine d'organisations entre groupes locaux, syndicats, associations, donc dont Arthropologia et Agir pour l'environnement. Elle a été montée à la base par Nature et Progrès, la campagne glyphosate et Génération Future. Et elle part en fait d'un paradoxe un peu qui va peut-être surprendre en fait. Déjà, c'est que la réglementation européenne, la règle sur les pesticides, c'est qu'aucun pesticide autorisé ne peut avoir d'effets néfastes à court ou à long terme sur la santé ou l'environnement. C'est la loi en fait. Et étant donné que on peut constater ces effets néfastes, et on cherche à savoir pourquoi ils existent alors que la loi demande aux produits d'être évalués et qu'on s'assure qu'ils n'aient pas ces effets néfastes avant de les autoriser. Et donc on s'est intéressé un petit peu à la manière dont ils autorisaient les produits, à la manière dont ils évaluaient les mélanges, c'est-à-dire les produits qui sont effectivement mis sur le marché. Et on s'est rendu compte de tout un tas de problèmes et donc on a monté des actions en justice pour faire face à ça et on a produit un film de campagne qui permet d'expliquer le problème et d'informer très largement la population. On peut le retrouver où, ce film ? Alors il est sur YouTube, sur notre chaîne Secret Toxique, sur la chaîne YouTube Secret Toxique, vous tapez Secret Toxique le film et vous allez tomber dessus. Voilà. D'accord, merci. Et donc du coup, si j'ai bien compris, les structures ici présentes ont rejoint la campagne Secret Toxique. Est-ce que je peux savoir pourquoi, quel a été votre engouement pour rejoindre ce collectif dans le procès ? C'est pas très compliqué. En fait, on a un effondrement littéral du vivant. Toutes les espèces sont en train de disparaître, si ce n'est celles qui profitent des résultats de notre activité, notamment qui prolifèrent sur nos déchets ou qui prolifèrent du fait de la promiscuité des humains. Finalement, ce n'est pas des très bons indicateurs. Et on a, par exemple, une étude dont tout le monde a entendu parler, qui est parue en 2017 dans PLOS ONE, mais je vais en parler, juste citer une qui est plus récente et plus pertinente, où on parle de 76 à 82% de la biomasse des insectes volants qui a disparu en 30 ans en Allemagne, sur une trentaine de sites protégés. Mais en réalité, dans Nature, il est paru en 2019 une étude beaucoup plus perturbante qui annonce qu'en 10 ans, on a perdu les 2/3 de la biomasse et 80% de l'abondance, c'est-à-dire 8 individus sur 10. C'est ça en fait qu'on vient de vivre, nous tous ensemble, là, on vient de vivre la pire disparition du vivant qui n'a jamais eu lieu. Et c'est quoi les deux principales causes de disparition du vivant? C'est premièrement la pollution et les intoxications tout azimut de tous les milieux, deuxièmement la destruction des habitats. Ça en entraîne une troisième qui est le changement climatique. La Terre s'enflamme parce que les habitats sont détruits, les habitats naturels, et parce que les milieux sont pollués. Mais donc la première, ou la
une des 2 premières causes d'extinction de la vie sur Terre et des insectes, comme le rappelait Camille, qui sont à la base de la chaîne alimentaire, qui sont responsables de l'essentiel du recyclage de la matière organique, qui fournissent des proies à l'ensemble des animaux présents autour, qui protègent nos cultures, qui pollinisent, etc. Ces animaux sont en danger, ça veut dire les chaînes alimentaires et les services écosystémiques attenants sont menacés. Le seul moyen, c'est d'avoir des outils réglementaires, donc je remercie encore Andy de l'action qu'il mène avec Secret Toxique, d'avoir des outils réglementaires pour pouvoir mettre les mains dans l'engrenage et arrêter cette folie et pouvoir justement avoir un avenir désirable, ce qui n'est pas encore tout à fait tracé. Justement, pour recontextualiser un peu, pour que les gens comprennent, quel a été le postulat de base et qu'est-ce qui s'en est suivi par rapport à la plainte ou aux plaintes qui ont été déposées? Alors à la base, en fait, il y a une étude qui a analysé la composition d'une quinzaine de pesticides qui sont en vente libre dans les Monsieur Bricolage, dans les magasins de jardinerie en général, etc., qui sont accessibles aux particuliers, qui sont des produits en fait à la base, sont des produits dits de biocontrôle. Donc c'est-à-dire c'est des choses a priori un peu inoffensives, c'est des choses au vinaigre, à l'acide pélargonique, enfin à l'acide caprique, c'est pas des pesticides de synthèse qui ont l'air hyper méchants. Et donc, le marketing d'ailleurs est très bien fait. Et le marketing effectivement vient dire produits naturels et tout, etc. Et donc du coup on a 2 scientifiques, Gilles-Éric Serralini et Gérald Ginger, qui se sont penchés sur la composition de ces produits, qui ont regardé ce qu'il y avait dedans et qui ont découvert de l'arsenic, du plomb, des métaux lourds, des HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est-à-dire des résidus de pétrole en fait, qui étaient présents dans des quantités pas énormes mais quand même significatives, et qui ne devaient pas se trouver là. Parce que normalement, il faut les déclarer, ces choses-là, quand elles sont dedans. Donc il y a eu une plainte qui a été déposée par une dizaine d'associations à la base. Là, on est à 30 associations plaignantes. Et ensuite, on interroge la responsabilité, en fait, de pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et donc, on s'intéresse à la manière dont les produits sont autorisés et aux carences, en fait, de l'action de l'État, de l'action de l'Union européenne sur ce sujet-là. Et donc on monte des recours juridiques et on essaye d'informer les gens de ce qui se passe à partir de là. Et est-ce que ça vous fait pas peur de vous attaquer à ces institutions-là? Je veux dire, on parlait tout à l'heure de David contre Goliath, mais est-ce que c'est pas un mur? Voilà, est-ce que vous n'avez pas peur de vous prendre un mur? Non, si on veut filer la métaphore de David contre Goliath, c'est David qui gagne dans le mythe, et il gagne parce qu'il vise bien. Donc on essaye de bien viser. Et en fait, on s'intéresse vraiment précisément à la manière dont les institutions fonctionnent. Il faut réussir à percer le brouillard, parce que c'est dur d'avoir accès à l'information. C'est pour ça qu'on travaille avec des députés, parce que ça permet justement d'avoir accès à l'information, parce que c'est plus difficile de dire non à un député qui demande une info qu'à une asso, et a fortiori qu'un citoyen tout seul. Et donc, on s'intéresse vraiment précisément à une critique de ce qu'ils font concrètement, et on vient dire mais attendez, ça marche pas votre truc là scientifiquement, ça répond pas aux exigences du règlement, donc il faut faire quelque chose, appliquer le règlement en fait, appliquer la loi. Donc on est là, on martèle, et c'est notre manière de viser. Puis non, il faut pas avoir peur, faut le faire, c'est tout. Et juste pour compléter ce que disait Hugues, nous, Arthropologia, ce qui nous a particulièrement intéressés dans cette démarche, c'est justement que la plainte, elle s'intéresse au système. Parce que depuis 60 ans, en fait, en gros, tous les 10 ans, il y a une nouvelle génération de pesticides qui arrive sur le marché. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et en fait, là, ce qu'il faut attaquer, c'est le système de mise sur le marché de ces produits qui ne va pas du tout, parce que ce n'est pas contrôlé. Et donc, il faut vraiment y remédier, parce que là, il y a urgence. Et comme le disait Andy, il y a aussi, en premier lieu, le respect des règles établies. C'est-à-dire que ces gens-là se fourvoient l'ensemble de l'humanité et des non-humains en utilisant et en vendant des produits qui sont simplement illégaux. Donc au-delà du changement profond de consommation, de production, de transport, de modèle agricole dans lequel il va falloir inévitablement aller, là on en est à la première étape, c'est-à-dire respecter les règles qui sont déjà écrites, quoi. Alors répondre à peu près à la même question, c'est pourquoi on a rejoint par grande fatigue de devoir déployer une énergie fantastique à contester telle molécule. Une fois c'est le glyphosate, une fois c'est le profulsocard, imidaclopride et des dizaines et des dizaines et des dizaines de molécules qui
provoquent des effets sur la santé alors qu'ils ne devraient pas l'être parce qu'ils ont été autorisés sur le marché à partir de protocoles qui normalement excluent tout risque pour la santé et impact sur les écosystèmes. Et on constate qu'en fait, on a un problème systémique. Et au lieu d'aller mener une campagne contre le glyphosate, eh ben, il faut revenir à la base, c'est comment des molécules qui ont un impact cancérigène évident aujourd'hui, qui ont des impacts sur les écosystèmes évidents aussi, peuvent être autorisées. Et c'est là où en fait l'utilité d'aller revoir au niveau européen ce qui se passe en termes de protocole, la façon dont une molécule est autorisée au niveau européen puis au niveau hexagonal, sous couvert d'une rigueur scientifique qui mérite d'être interrogée, et c'est ça qui est le cœur de cette campagne, je crois, c'est qu'en fait, on s'est fait cornériser depuis des années en considérant que les écolos étaient par nature irrationnels et que les institutions qui mettaient sur le marché des insecticides, des herbicides, des fongicides, le faisaient sur un fondement scientifique, sur une rigueur scientifique. Et quand vous grattez un peu, en fait, vous êtes juste halluciné de la nonchalance avec laquelle ces institutions aujourd'hui mettent sur le marché, par exemple, les effets aujourd'hui, je vais reprendre mes documents, mais sont évalués sur un effet létal et non pas sur un effet au long cours. Les analyses aujourd'hui ne sont pas faites au-delà de 60 à 90 jours. Les effets cocktails entre plusieurs molécules ne sont pas étudiés. L'étude au niveau européen, c'est sur la substance active. Au niveau hexagonal, sur les coformulants. C'est-à-dire qu'on n'analyse jamais la réalité de l'impact sanitaire du produit fini. On ne connaît pas exactement la composition de tous les produits. Enfin, toutes ces questions sont posées aujourd'hui, on n'a pas de réponse, et quand on pose des questions, on nous dit « mais en fait, vous n'êtes que des écologistes, donc en fait, laissez faire les gens sérieux ». Or, quand on regarde ce que font les gens sérieux, objectivement, il y a de quoi être assez inquiet. On l'a vu avec l'interdiction des néonicotinoïdes en enrobage de semences sur les betteraves qui ont été autorisées en France pendant 2 années de suite. L'évaluation environnementale aujourd'hui est particulièrement faible. Ce qui a amené la Cour de justice de l'Union européenne à sanctionner les autorisations qui ont été accordées au niveau hexagonal. On voit bien qu'aujourd'hui, les institutions accordent des autorisations de mise sur le marché qui sont avant tout fondées sur une pression du lobby agro-industriel et pas du tout sur un fondement scientifique. Voilà. Donc l'enjeu, c'est qu'à un moment, on aille non plus critiquer ou contester une molécule, puis une autre, sachant qu'à chaque fois qu'on en interdit une, il y en a une autre ou 10 autres qui apparaissent, mais qu'on aille interroger les fondements et la rigueur scientifique qui permet à une institution d'accorder une autorisation de mise sur le marché. Et du coup, si vous voulez un petit peu de détails sur justement la manière dont ce que nous on va critiquer, je vous la fais vraiment à grands traits, hein, mais en fait, vous avez quand un fabricant va demander une autorisation de mise sur le marché, il va décrire les composés qu'il y a dans son produit, la liste des ingrédients, quoi, en gros. Et donc, il va fournir aux autorités sanitaires une liste comme ça de molécules qui sont présentes dedans, qu'il est très difficile de se procurer et dont le droit des associations de se le procurer est très très récent, parce que ça date de 2021, je crois. Et donc, ce que vont faire les autorités sanitaires, nous on se dit ils doivent évaluer la toxicité du produit et vont faire des expériences avec le produit. On va prendre le produit, on va soit le donner à des pauvres bestioles qui n'ont rien demandé, c'est encore un autre sujet ça, soit le donner à des cultures cellulaires sous verre. Et c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que du coup ils prennent la liste des molécules, ils regardent dans une base de données quelle est la toxicité de chacune des molécules, et puis il y a une espèce de boîte noire, et puis ils disent voilà, on a telle donnée sur la toxicité des molécules, c'est bon. Et en fait, quand on regarde un petit peu dans le détail, c'est que les données sur les molécules en question ne sont pas disponibles, et quand on ouvre la boîte noire sur la méthode qu'ils ont pour s'y prendre, ça n'a vraiment aucun sens. C'est-à-dire que soit c'est un truc un peu obscur qui s'appelle Adverse Outcome Pathway, sur lequel il y avait eu un rapport de Génération Future et de Pan-Europe en 2016 qui disait déjà que ça ne pouvait pas être utilisé tout seul et que ça remplaçait absolument pas les études expérimentales. Et l'autre méthode, c'est encore plus barbare, c'est-à-dire que on va considérer un mélange de molécules comme étant cancérigène, mutagène ou reprotoxique à partir du moment où au moins une molécule est présente dans le mélange au-delà d'un certain seuil de concentration
qui est définie un peu comme ça, à la va comme je te pousse. Et mais on voit bien le problème, c'est que dès que vous vous retrouvez avec plusieurs molécules sous le seuil, bah, elles peuvent avoir un effet plus important du fait qu'elles sont présentes ensemble dans le mélange, mais ça, l'agence ne le prend pas en compte. Donc tout ça n'a pas de sens. Et là, en fait, la Commission européenne, on a été les embêter suffisamment pour qu'ils admettent qu'il y a un problème, et ils ont commencé justement à se lancer dans ce que j'appellerais le fait de vider l'océan à la petite cuillère. Ils ont dit, bon bah du coup, on va prendre tous les coformulants et on va aller regarder, faire des études de toxicologie pour avoir les données sur chacune des molécules. Et ben en fait, sauf qu'il faut 2 ans à chaque fois pour... et puis c'est une base de données immense, hein, vous avez des centaines, des milliers de molécules. Et nous, on arrive en leur disant, en fait, arrêtez de vous prendre la tête, prenez le produit et étudiez le produit. Vous ferez autant d'études et vous aurez des résultats plus simples et plus efficaces. Sauf que là, du coup, on verrait l'effet de l'ensemble des molécules, y compris celles qui ne sont pas déclarées aux autorités. Et on verrait aussi l'effet résultant du produit et du mélange de molécules en soi. Donc voilà, nous on va se battre pour ça là, dans les mois, les années à venir. Merci. Tu voulais ajouter Oui, on a, si je reprends l'exemple que tu as donné pour les néonicotinoïdes et du rapport avec la science, là on a quand même des données qui sont très très claires. On a plus de 1200 études scientifiques qui prouvent la haute toxicité environnementale de ces produits-là. Des produits qui sont 5 à 10 800 fois plus toxiques que le DDT qui a été interdit il y a près de 50 ans. Des produits qui sont rémanents plus de 10 ans après l'arrêt de leur usage par transfert horizontal dans les fleurs des champs attenants aux espaces de culture. Et bien entendu, dans néonicotinoïdes, il y a nicotine. Et tous les fumeurs qui sont ici le reconnaîtront, cette molécule mortelle. Les abeilles et les autres insectes, lorsqu'ils ont butiné des néonicotinoïdes, recherchent de la nicotine et recherchent donc des néonicotinoïdes. Et donc voilà, on a des effets qui sont pervers, qui sont insidieux, et pour autant, les organes de l'État, comme l'ANSES, qui n'est pas réputé pour ses positions franchement écologiques, annoncent que dans 78% des cas d'usage de néonicotinoïdes, il existe des solutions non chimiques. Et c'est quand même complètement aberrant que l'État revienne sur ces décisions-là et autorise, malgré les résultats scientifiques, les preuves scientifiques avérées, malgré les recommandations des organismes de l'État, sous la pression, et je reviens à ce que vous disiez, sous la pression des lobbies agro-industriels, notamment de la betterave sucrière, pour des questions d'autonomie sucrière, alors qu'on exporte plus de 50% de notre production nationale, c'est complètement aberrant. Et donc, pour quelques dollars de plus, on est en train de ravager, pour des années, des siècles, et les générations futures, l'état de notre planète et la santé des gens avec, quoi. Peut-être juste compléter, parce que sous couvert, une fois encore, de rigueur scientifique, les institutions réussissent à accorder des autorisations de mise sur le marché, je le disais tout à l'heure, qui mériteraient d'être interrogées. On n'a pas mené qu'une campagne sur l'agriculture, sur le climat, sur les déchets. On a aussi fait une grosse campagne il y a quelques années sur les nanoparticules, ce qui nous a amené à regarder un peu le registre AirNano. Le registre AirNano, il liste tous les produits qui sont utilisés, qui utilisent des nanoparticules. Le secteur agricole est le secteur qui utilise le plus de nanoparticules. Donc vous vous dites, évidemment, c'est évalué. Donc vous allez regarder un petit peu les molécules et les coformulants tels que évalués, et vous vous rendez compte, les bras nous en tombent, que globalement, les nanoparticules, le caractère nanoparticulaire n'est pas évalué. C'est-à-dire qu'on considère par construction qu'il y a une équivalence en substance. C'est-à-dire que l'industrie utilise des nanoparticules, mais ça n'aurait aucune incidence sur l'effet du produit. La réalité, c'est qu'évidemment, ils utilisent le caractère nanoparticulaire pour augmenter la toxicité du produit, mais pas évalué. Voilà. Et vous vous dites tout ça, quand vous grattez un petit peu le vernis de rigueur scientifique, qu'en fait, il y a un monde entre les habits blancs, la légitimité voulue par l'institution pour légitimer l'utilisation de ces produits et les effets réels qu'on subodore parfois. Et évidemment, on constate au travers de milliers d'études. Le bouquin de Stéphane Foucard, journaliste du Monde, qui décrit la façon dont on a imposé les néonicotinoïdes en France et dans le monde, est édifiant. Je le conseille à tout le monde. La seule solution, c'est la coalition. C'est effectivement la convergence des luttes, et c'est à ça à quoi sert Secret Toxique, à réunir tout un tas de structures réparties sur l'ensemble du territoire pour une union et pour une action en force, une action qui est à la fois, mais tu la décriras peut-être mieux, à la fois qui est répandue sur le territoire et qui à la fois est unitaire. Donc il y a des différences de traitement dans la durée, dans la temporalité, mais l'objectif est commun et l'objectif est national, quoi. Avec peut-être un objectif en second plan d'aller au-delà de la législation nationale, bien entendu.
Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? C'est bon? Non, peut-être rebondir à ce que tu disais, Hugues. En fait, effectivement, on a ce mode d'action un peu particulier à Secret Toxique qui est qu'en fait, plutôt d'être une association qui va travailler sur un thème, qui va comme ça couvrir plusieurs problèmes, plusieurs thématiques comme le son Arthropologia ou Agir pour l'environnement. En fait, on est sur un problème, on est un peu monomaniaque. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un problème très précis qui a l'air comme ça de rien. Hein. Essayez d'intéresser quelqu'un en lui disant il y a un problème avec la manière dont les mélanges de molécules à l'intérieur des pesticides sont évalués. Vous allez pas faire recette au dîner de famille avec ça. Mais c'est un sujet qui est super important. Et en fait, on aborde à la fois le côté un petit peu technocratique, juridique du truc en regardant, qui est déjà assez complexe parce que c'est un système à 2 étages entre l'Union européenne et le national. On applique une stratégie juridique sur ce problème comme ça, très précis, très étroit, très étriqué, mais assez central, hein, une sorte de nœud névralgique du problème des pesticides. Donc on aborde à la fois l'aspect juridique et on aborde l'aspect communication, information, sensibilisation, éducation populaire autour du thème. D'où le film qui est dispo sur Internet, d'où les projections débats, d'où le Tour de France qui va se dérouler dans les 2 ans à venir, d'où le bouquin qui va sortir aussi, qu'on est en train de finaliser, qui sortira au printemps. Donc voilà, on est vraiment sur ce problème très précis et on cherche à en traiter tous les aspects. C'est ça un petit peu la réflexion stratégique du mode d'action de cette campagne. Et puis c'est un combat du commun finalement. Je pense que c'est collectif et que les structures, mais aussi les citoyennes, les citoyens, tout le monde est concerné, tout le monde mange. Oui. Voilà. Tout le monde respire, tout le monde boit. Malheureusement, c'est pas que par l'alimentation qu'on s'intoxique. Malheureusement, même dans l'air, là, on commence à voir des chiffres qui sont complètement hallucinants. Quoi. Bon, moi je propose quand même qu'on finisse sur une petite touche d'espoir et de joie. Donc je vais poser une question un peu candide et innocente. La thématique du festival cette année, enfin du salon pardon, cette année, c'est le futur désirable. Donc ma question sera assez simple. Pour vous, quel sera votre futur désirable? Je veux bien commencer parce qu'en plus je voudrais réagir à quelque chose que tu as dit sur la note d'espoir et d'optimisme. Moi je veux pas. Pour moi c'est vraiment très important en fait qu'on n'arrive pas en corbeau de malheur. Parce qu'on se balade un peu partout, on va faire des projections, on intervient. Et le but c'est pas que les gens y rentrent complètement déprimés. Hein. Et en fait. Un peu, tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Hein. Je veux pas vous balancer des poncifs. Je veux pas vous balancer des poncifs trop évidents comme ça, mais nous, on se bat parce qu'on pense qu'il y a une chance de réussir. C'est pas un barou d'honneur ce qu'on est en train de faire. On a vraiment un objectif précis en tête, une stratégie pour y arriver, et on y va en y croyant. Donc déjà, on peut donner de l'espoir comme ça, parce que c'est pas parce que les choses vont mal pour X ou Y que ça ira mal pour toujours. Et à partir du moment où on se bat et on s'engage, ça donne de l'énergie pour la suite, ça donne de l'espoir et c'est aussi comme ça qu'on obtient des victoires, surtout en se réunissant, en pensant ensemble, en ayant des stratégies communes. Et puis sur le futur désirable, je pense que c'est assez simple, il s'agit surtout d'une agriculture sans pesticides. Hein. Je vais peut-être citer le bouquin de Xavier Poux et Monsieur Aubert, je crois, je suis désolé si je prononce mal son nom, qui s'appelle Demain, une Europe agroécologique. C'est 2 agronomes en fait, qui ont décrit comment en 2050, en s'y mettant là maintenant, on peut avoir un système européen qui est complètement débarrassé des pesticides, souverain alimentairement. Donc hein, comme souvent sur les questions écolo, il suffit de volonté politique. Et à partir du moment où on met le pied à l'étrier, les choses elles avancent et ça donne de la patate. Voilà. Merci. Effectivement, ça c'est un objectif tout à fait louable et enviable, avoir un changement profond dans nos modes de production, nos modes d'agriculture. Sans ça, évidemment, ça va être compliqué. Mais l'espoir, il passe aussi par la capacité et la possibilité des sociétés humaines à changer rapidement en cas de besoin, et là la nécessité est absolue. Donc ça c'est les sociologues qui le nous disent, hein. On n'a pas besoin de la moitié de la population. Margaret Mead au 19e siècle nous disait: ne croyez pas qu'un petit nombre de gens ne soient pas capables de changer profondément une société, parce que c'est toujours comme ça que ça s'est passé dans l'histoire. Et puis il y a aussi, alors là si je prends ma casquette d'expert biodiversité, et ça j'invite tout le monde à le faire, on accompagne des structures, des collectivités, du grand public à faire ces choses là comme tant d'autres associations. Si on laisse un petit peu de temps et d'espace à la nature, elle a une capacité d'adaptation, d'évolution, de résilience, de rémanence, une capacité incroyable
qui, encore une fois, si on lui laisse un peu de temps et d'espace. Alors l'espace, c'est plus que quelques mètres carrés, et le temps, c'est plus que quelques mois ou une année. Parce qu'évidemment, un plant de tomates, ça fait 3 mètres en une année, et un arbre, il va falloir attendre un petit peu. Mais en 5, 10 ou 15 ans, on peut réellement changer la face de nos espaces agricoles, de nos jardins, de nos résidences, de nos campus, de nos hôpitaux. Et donc ce sont tous des secteurs à engager pour accompagner la modification et la transition de l'agriculture, et notamment pour servir de réservoir et de corridor pour recoloniser les déserts créés par l'agriculture intensive. Donc on a tous en notre sein, peut-être Camille tu réagiras aussi sur ces surfaces-là, la capacité facile, peu coûteuse, efficace et rapide d'agir pour le bien commun, et à commencer par sa propre santé et la santé de ses enfants. Merci. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, donc je dirais juste ce qu'on peut souhaiter pour le futur, c'est des pratiques plus respectueuses du vivant, et donc une agriculture plus respectueuse du vivant, mais aussi, c'est tout, c'est l'aménagement des villes, c'est l'aménagement du territoire, enfin, c'est tout... dans tous nos champs d'action, on peut avoir un impact. Et donc ça, c'est aussi ça qui est encourageant pour le futur. Vaste sujet. Moi, j'espère qu'on retrouvera le sens de la mesure. L'hubris qui consiste à toujours plus consommer, toujours plus être attiré par des lendemains qui chantent et qui vont impacter fortement nos écosystèmes, moi me questionne. Donc vraiment qu'à un moment on puisse se dire qu'on puisse compter aujourd'hui, demain, après-demain sur des milliers de grains de sable. Alors je ne sais pas si c'est des David qui gagneront à la fin, mais qu'à un moment on puisse bloquer cette machine, qu'on se laisse aussi envahir par la colère, légitime colère de cette situation où on voit des gens qui, en conscience, détruisent la planète. Vous parliez tout à l'heure de Goliath, c'est-à-dire ces petits salopards qui, dans des bureaux, autorisent des molécules qui vont dégrader notre environnement, polluer les écosystèmes et tuer nos enfants. Et ben je pense qu'en fait, oui, il faut les mettre à l'index, oui, il faut être en colère, oui, il faut rester mobilisé et espérer, parce qu'en fait, à l'évidence, il y a des systèmes alternatifs qui existent. L'agriculture biologique aujourd'hui a montré son efficacité, il faut la soutenir, et face aux alternatives qu'on est capable de promouvoir, on a face à nous un système qui est organisé pour détruire. Et il faut savoir aujourd'hui pointer du doigt ceux qui détruisent. C'est aussi l'objet de la plainte. C'est-à-dire qu'elle pointe les carences, les défauts d'étiquetage, les molécules non autorisées, mais aussi elle demande à savoir d'où vient le problème. Qui a autorisé ça, pour qu'on puisse les identifier et que ça ne se reproduise pas, quoi. Merci. Merci à tout le monde d'être venu, d'avoir parlé de ce sujet-là, qui est très important, je pense. Dans quelques minutes, on abordera la question de la mobilisation des bassines. Donc restez avec nous pour ceux qui nous regardent. Et merci à tout le monde d'être venu. Au revoir. Merci à vous.